Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur Télésud pour votre édition de la mi-journée de ce mardi 6 juin, dont voici les principaux titres. Au Sénégal, les organisations de la société civile ont appelé le président Macky Sall et l'opposant Ousmane Sonko à un dialogue direct pour sortir de la crise qui secoue le pays depuis la condamnation du leader de l'opposition à 2 ans de prison. L'ONG humanitaire médicale Halima s'inquiète des conséquences humanitaires de la crise environnementale en Afrique qui pèse lourdement sur les épaules de populations déjà extrêmement fragiles. Et pour terminer cette édition, nous ferons un point sur la 14e journée de mobilisation en France contre le projet de réforme des retraites, 2 jours avant l'examen d'une proposition de loi visant à abroger cette réforme au Parlement. On débute donc avec le Sénégal où la synergie des organisations de la société civile pour la paix, SOSP, a appelé à un dialogue direct entre le président Macky Sall et le leader de l'opposition Ousmane Sonko afin de trouver une solution immédiate à la crise. 20 organisations de la société civile ont souligné l'importance de ce dialogue dans une déclaration relayée par l'agence de presse sénégalaise. SOSP s'est par ailleurs engagé à rencontrer les dirigeants politiques concernés dans les plus brefs délais pour faciliter une résolution définitive de la crise. Et à Dakar, les habitants aussi aspirent à un retour au calme. Les violentes manifestations de ces derniers jours ont fait craindre le pire. Alors même si la vie reprend peu à peu, les activités sont encore au ralenti. C'est ce que nous disait aujourd'hui notre correspondant au Sénégal, Igor Couton, que je vous propose d'écouter. Quelques jours après les affrontements des 1er et 2 juin qui ont fait officiellement 16 morts au Sénégal, le calme semble être revenu dans la capitale Dakar. Les commerces qui sont restés fermés tout le week-end ont ouvert ce matin. Les stations-service sont à nouveau fonctionnelles. Les banques, quant à elles, n'assurent que le service minimum. La plupart de leurs agences sont toujours fermées. Dans les grandes artères de Dakar, le trafic a timidement repris. Je vous propose d'écouter ces citoyens rencontrés dans les rues. Nous le constatons tous, encore une fois, cette situation vraiment elle est très cacophonique. Ça segmente encore une fois de plus en plus. C'est juste lancer un appel solennel, surtout à l'ensemble des jeunes, la jeunesse sénégalaise. Encore une fois, de revenir aussi à la raison, d'être calme, d'être serein. Parce que ce qui nous lie et surtout est plus fort ce qui nous sépare. À l'université, c'est calme parce que tous les étudiants, pratiquement la plupart des étudiants sont rentrés chez eux. Parfois en ville, on voit de petits affrontements dans la banlieue. Mais voilà quoi. J'espère que l'État va prendre toutes les dispositions nécessaires pour que le calme revienne. Ce calme précaire a permis à certaines associations sénégalaises, aidées par des influenceurs, d'organiser des caravanes afin de permettre aux étudiants bloqués dans les universités de rejoindre leurs familles dans les différentes régions du pays. Donc, comme toute personne intéressée par la situation du Sénégal et étant sur le terrain depuis plus de 10 ans pour des actions humanitaires, nous avons décidé de créer une campagne pour que les étudiants puissent rentrer chez eux sains et saufs. Dans toutes les régions du Sénégal, il y a des bus affrétés pour que les étudiants puissent rentrer chez eux. Malgré les appels au calme lancés par certaines personnalités et autres acteurs de la société civile, la tension n'est toujours pas complètement retombée ici à Dakar. Les appels à manifester sont toujours lancés par les acteurs de l'opposition qui ont prévu d'organiser des manifestations ce mardi et mercredi un peu partout à Dakar et dans sa banlieue. La mission des Nations Unies au Soudan a dénoncé des violations flagrantes commises par les partis en conflit à l'encontre des enfants. Des défenseurs des droits de l'homme ont documenté de nombreux incidents tels que des meurtres, des arrestations, des disparitions possibles et des violences sexuelles. Néanmoins, des efforts sont en cours pour engager des actions contre les auteurs et protéger les civils et leurs biens. Les mois à venir vont marquer un tournant important pour l'Afrique centrale. C'est ce qu'a déclaré lundi au Conseil de sécurité le plus haut responsable de l'ONU dans la région. Pour lui, bien que des avancées cruciales aient été faites en matière de stabilité et de coopération, la région reste toujours confrontée à de multiples crises et les mois à venir seront cruciaux pour cette partie de l'Afrique. Mathieu Nicolas. L'Afrique centrale, une sous-région riche en opportunités, mais minée par de nombreux défis. Mardi, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale, Abdou Habari, présentait le dernier rapport du secrétaire général sur l'évolution de la situation en Afrique centrale depuis la dernière réunion du Conseil en décembre. Le Nigérien a reconnu les avancées cruciales des pays d'Afrique centrale
en matière de stabilité et de coopération. Dans mes échanges avec les différents acteurs politiques et de la société civile, j'ai été réconforté par le fait que l'Afrique centrale est plus riche en opportunités et ressources qu'elle l'est en défis. Malgré cela, Abdou Abari rappelle que l'Afrique centrale est confrontée à de multiples crises et que les mois à venir marqueront un tournant important pour les pays de cette région du continent. Certains, comme la République démocratique du Congo, organisent cette année des élections à haut risque. D'autres sont traversés par des conflits armés et des incidents frontaliers. Les développements récents à la frontière entre le Tchad et la République centrafricaine et l'impact de la crise soudanaise sur ces deux pays nous rappellent l'urgente nécessité d'adopter une approche holistique sur les questions de paix et de sécurité en Afrique centrale, région déjà marquée par la présence d'une multitude de groupes armés et terroristes avec un impact humanitaire, notamment pour les femmes et les jeunes. Autrement dit, il faut s'attaquer aux causes profondes des troubles et tensions qui secouent depuis de nombreuses décennies cette région du continent. L'ONU avertit qu'une réponse purement militaire ne suffira pas. Des mesures politiques et socio-économiques sont également nécessaires pour empêcher les groupes armés d'exploiter les conflits intercommunautaires. L'acheminement de l'aide humanitaire en République centrafricaine est souvent une course contre la montre dans un contexte sécuritaire instable selon l'ONU. Malgré ces défis, les partenaires humanitaires s'efforcent de soutenir la population vulnérable. En 2022, près de 2 millions de personnes ont été aidées et rien qu'au cours des 3 premiers mois de 2023, 650 000 personnes ont bénéficié d'une aide vitale. Aymeric Torregnon. En Centrafrique, la survie de nombreuses personnes continue de dépendre de l'aide humanitaire. Lundi à Genève en Suisse, lors d'une conférence de presse, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RCA s'est dit préoccupé de la situation humanitaire dans le pays. Au fil des mois, et à cause des violences exercées par les groupes armés sur les populations, le nombre de déplacés internes ne cesse de croître. Le nombre de personnes ayant besoin d'aide humanitaire et de protection en République centrafricaine est assez élevé. Nous parlons de 3,4 millions de personnes réparties sur une superficie de 623 000 km² en raison de facteurs sous-jacents exacerbés par le conflit de longue durée, y compris bien sûr le manque de services de base tels que les soins de santé, l'eau potable et la protection sociale. Conséquence, dans les camps de déplacés en RCA, la situation devient de plus en plus préoccupante. Difficile d'acheminer l'aide humanitaire vers les populations dans le besoin en raison du contexte sécuritaire dans le pays. Et le conflit en cours au Soudan voisin vient encore aggraver la situation avec 14 000 demandeurs d'asile soudanais et des rapatriés centrafricains. En raison de la violence armée, un Centrafricain sur 5 est soit une personne déplacée, soit un réfugié dans les pays voisins. C'est dans ce contexte que le conflit en cours au Soudan exacerbe malheureusement également la situation en RCA. À l'approche de la saison des pluies, l'ONU s'inquiète d'une aggravation de la crise humanitaire dans le pays. Souvent à cette période en RCA, de grandes parties du pays sont coupées de l'accès routier et ne sont accessibles que par des ascenseurs aériens. Pour faire face à tous ces défis humanitaires, l'ONU avait lancé la mobilisation de 533 millions de dollars. Actuellement, ce besoin financier n'est pourvu qu'à hauteur de 25%. Henri Leblanc de l'ONG Alima souligne les conséquences humanitaires de la crise environnementale en Afrique et appelle à des investissements importants en collaboration avec les acteurs locaux pour soutenir des solutions concrètes. Les détails avec Mathieu Nicolas. Plus on attend, plus l'onde de choc sera forte. Cet avertissement figure dans le dernier rapport du GIEC publié en décembre dernier. Dans ce rapport, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat soulignait l'urgence de l'adaptation au changement climatique. Au-delà d'un réchauffement d'1,5 degré de la planète, certaines zones géographiques ne pourront plus contrer les aléas. Et c'est notamment le cas de l'Afrique. C'est même la région qui subit le plus les conséquences du dérèglement climatique, alors qu'elle n'en est pas la première responsable.
Avec moins de 4% du total mondial des émissions de gaz à effet de serre, le continent cumule des épisodes extrêmes dont la fréquence et l'intensité ne font qu'augmenter. Sécheresse, fortes précipitations et inondations, l'Afrique subit de plein fouet les conséquences du dérèglement climatique et de l'inaction des plus gros pollueurs. Des épisodes de sécheresse jamais vus auparavant en Afrique de l'Est. L'eau qui se fait de plus en plus rare et dont le prix augmente, comme au Kenya, ou encore ailleurs en Afrique centrale et dans le Sahel. Des inondations qui ravagent les sources d'eau propre. Les événements climatiques extrêmes provoquent des catastrophes humaines et mettent aussi les systèmes de soins sous tension. Résultat, de nombreuses maladies comme la malnutrition ou le choléra se développent. L'OMS s'attend à ce que le changement climatique entraîne près de 250 000 décès supplémentaires par an entre 2030 et 2050 dus à la malnutrition, au paludisme et à la diarrhée. L'Afrique n'a pas le temps d'attendre. L'Afrique est forcée de s'adapter à vitesse grand V. Non qu'elle soit particulièrement préparée à contrer la crise, bien au contraire, elle y est simplement acculée. Sur le continent, des solutions vertes émergent au quotidien. Afin de ne pas participer à la fragilisation des populations qui mettent tant d'énergie à soigner, les organisations humanitaires doivent absolument adapter leur modèle et revoir leurs priorités. Pour Henri Leblanc, directeur général adjoint d'Alima, des financements pérennes doivent être mis en place pour lutter contre cette injustice climatique. Et il faudra compter sur les investissements de certains pays, notamment ceux qui ont promis d'apporter leur soutien pendant la COP27. Des engagements qui doivent se traduire par la mise en place de mécanismes de financement direct pour l'adaptation et la résilience des populations locales et des acteurs de santé au changement climatique. Car c'est elles, selon l'Alima, qui sont au cœur de la solution. Ouverture du procès de Fortuna Bisselele en RDC, la fin de la subvention sur le carburant au Nigeria qui a déjà des répercussions au Bénin et des inondations en Haïti qui ont déjà fait 42 morts. C'est le reste de l'actu préparé pour vous par Noël Dong et Ahmed Chignou. Fortuna Bisselele, influent ancien conseiller privé du président congolais Félix Tshisekedi, est jugé à Kinshasa. Il est accusé de trahison, atteinte à la sûreté extérieure de l'État et propagation de faux bruits. Bisselele a été arrêté le 14 janvier, puis transféré à la prison de Makala. Au cours de son interrogatoire à l'Agence nationale des renseignements, Bisselele a été questionné sur ses rapports avec Kigali et sur le contenu de ses appels téléphoniques concernant les progrès du M23 et la sécurité du chef de l'État. Les avocats de Bisselele ont exprimé leur crainte d'une instrumentalisation de la justice aux fins de règlement de comptes politiques et saisi la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. La RDC accuse le Rwanda de soutenir les rebelles du M23 et de combattre avec eux. Le Bénin est déjà lourdement touché par l'annonce de la fin des subventions sur le carburant au Nigeria voisin. Les stations-service sont débordées. Les usagers fuyant la montée en flèche du prix de l'essence vendue en contrebande aux abords des routes ne savent plus où donner de la tête. Aussitôt installé président de la première puissance économique et démographique du continent, Bola Tinubu a annoncé la fin immédiate des subventions au carburant. Avec la restauration de la sécurité, c'était une de ses promesses électorales. La mesure s'est traduite par le triplement du prix du carburant, induisant la hausse de ceux des transports et des produits qui en dépendent. De fortes pluies se sont abattues sur Haïti durant le week-end et ont fait au moins 42 morts et 11 disparus selon le bilan de la protection civile. Les intempéries ont causé d'importantes inondations et glissements de terrain dans 7 des 10 départements du pays, déjà plongés dans une crise humanitaire alimentée par la violence des gangs. Selon l'ONU, les pluies ont affecté 37 000 personnes et causé 13 400 déplacés. Ce bilan met en lumière la vulnérabilité du pays face aux catastrophes naturelles et les défaillances en termes de réduction des risques alors que la saison cyclonique commence tout juste. En France, les syndicats ont lancé un appel à une 14e journée de mobilisation ce mardi contre la réforme des retraites qui coïncide avec l'examen d'une proposition de loi visant à abroger cette réforme au Parlement. Environ 250 actions sont prévues en France et des grèves sont annoncées dans les secteurs de l'électricité, du gaz, des transports ferroviaires et aériens. On fait le point sur cette journée de mobilisation avec Soukaina Skali.
Serait-ce l'ultime démonstration de force syndicale ? Pour cette 14e journée de mobilisation, les syndicats espèrent marquer le coup, plus d'un mois après le dernier rassemblement contre la réforme des retraites. L'objectif est toujours le même, faire plier le gouvernement sur le retrait de la réforme. On a, après 6 mois de mobilisation, un niveau de mécontentement et de mobilisation qui est historiquement élevé. Ça fait 20 ans qu'on n'a pas connu ça. Et depuis le début de la mobilisation, on a fait mentir tous les pronostics du gouvernement. L'intersyndicale est toujours là, la mobilisation est toujours là. Mais la loi est passée. La loi est passée parce que la Ve République, elle concentre trop de pouvoir dans les mains du président de la République. Et c'est un vrai problème démocratique. Mais nous allons continuer à nous battre pour que cette loi ne s'applique pas. Cette nouvelle journée de mobilisation intervient 2 jours avant l'examen de la proposition de loi du groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires qui vise à abroger la réforme des retraites. Mais la proposition de loi, vidée de sa substance, semble mal engagée pour porter un coup politique à l'Assemblée nationale. Cette réforme est très concrète pour des millions de salariés. C'est un scandale que le gouvernement prétende l'appliquer au 1er septembre alors qu'il a seulement publié 2 décrets sur 31. La présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, devra utiliser l'article 40 de la Constitution qui interdit aux parlementaires de déposer des amendements ayant un impact financier pour faire obstacle à la proposition de loi Lyotte. En cas d'échec de la proposition, l'intersyndicale n'a pas encore fait connaître sa stratégie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé ce matin la Russie d'avoir fait sauter dans la nuit le barrage hydroélectrique de Kakhovka dans la région de Kherson pour inonder la zone et freiner l'offensive ukrainienne en préparation. Le chef de l'État ukrainien a annoncé convoquer d'urgence son Conseil de sécurité après l'explosion. En Espagne, le potager de l'Europe au cœur d'une guerre de l'eau, ses choux, salades et pastèques inondent hiver comme été les supermarchés européens. Mais pour les agriculteurs du sud-est aride de l'Espagne, irrigués depuis des années grâce aux eaux détournées du Tage, tout risque de basculer. Reportage. Juan Francisco surveille avec inquiétude l'une de ses plantations de brocolis à Murcie, dans la région espagnole du Levant. Des cultures arrosées au goutte à goutte pendant 1 heure chaque jour. C'est 2 fois plus qu'avant, mais la sécheresse et la chaleur ne lui laissent pas le choix. Les plantes souffrent à cause des températures élevées. Sans eau, son exploitation de 300 hectares ne peut survivre, comme celle des autres agriculteurs de cette région, connue comme le potager de l'Europe. Il y a des milliers d'hectares de culture ici, et si on réduit cette surface, tout ce qui n'est pas cultivé deviendra désertique dans quelques décennies ou dans quelques années. Une grande partie de l'eau stockée par Juan Francisco provient du trasvasé Tajo Segura. 300 km de tuyaux et d'aqueducs qui transfèrent l'eau depuis la source du Tage vers la région du Levant, et ce, depuis la fin des années 1970. Mais face à la désertification qui menace les 2 tiers du pays, le gouvernement espagnol a approuvé un décret pour réduire progressivement la quantité d'eau transférée et ainsi augmenter le débit du fleuve. Une décision qui inquiète le secteur agricole. Cela va provoquer dès le début de l'application de cette mesure une réduction très importante de la surface cultivée, une perte très importante d'emplois et l'incertitude de maintenir une agriculture compétitive, moderne, qui utilise un système d'irrigation qui est le plus efficace d'Europe. De leur côté, les experts estiment que la capacité du Tage a déjà été dépassée. Le fait de dépendre de ressources extérieures peut être une solution temporaire, mais sur le plan hydrologique, ce n'est pas viable. Un avis partagé par Greenpeace, pour qui la réduction des transferts d'eau est une bonne nouvelle. Dans ce cas, le Tage a besoin de ces flux. Il a besoin de cette eau pour logiquement permettre à ces écosystèmes et aux personnes qui vivent le long du fleuve de survivre. C'est donc une bonne nouvelle d'un point de vue environnemental, mais aussi d'un point de vue social. De l'autre côté du trasvasé, dans les régions ponctionnées, les habitants du bassin du Tage se plaignent d'être privés d'eau. Carlos se souvient de l'époque de la mer de Castille, une zone de loisirs avec des bars, des restaurants et des vacanciers qui profitaient des immenses étendues d'eau. Pour son fils Borja, maire d'Alcocer, les transferts d'eau ont causé perte d'emplois et baisse de la population dans les environs. Le déclin du tourisme entraînant avec lui la disparition des hébergements touristiques et des restaurants,
dont il ne reste aujourd'hui que des ruines. Alors que le changement climatique assèche les bassins fluviaux, les écologistes dénoncent une agriculture intensive qui consomme 80% de l'eau douce du pays. Leurs prévisions sont dramatiques et rappellent la menace d'un choc hydrologique si l'Espagne ne change pas de direction. On termine cette édition avec le 79e anniversaire du débarquement en Normandie qui allait constituer ce que l'on appelle le D-Day. 150 000 soldats venus notamment des États-Unis, du Canada et d'Angleterre ont participé à cette opération pour libérer la France et le continent européen de l'occupation nazie. Et depuis, chaque année, au début du mois de juin, la Normandie rend hommage à ses libérateurs. C'est la fin de cette édition. On se retrouve demain pour une nouvelle édition de la mi-journée. Bonne journée à tous. À demain. Au revoir.